ra mọ́tò 150,000 ẹni kó má takú lóru. Eddie Jones, Eddie Jones, Konnichiwa minasan, o genki desu ka? On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre série de vidéos sur la suite de Berserk après l'anime. Pour ceux qui nous rejoignent dans cette vidéo, sachez qu'elle fait suite à une première dans laquelle j'ai narré les événements du manga éludés par l'anime, mais tout de même important pour la compréhension de l'histoire. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à aller le faire. Et pour ceux qui sont à jour, commençons cette découverte de la suite du manga Berserk par un récapitulatif des événements de l'anime de 2016. Après avoir été capturé par l'ordre des chevaliers des chaînes sacrées, Guts est interrogé par leur commandante Farnèse qui se révèle être une sadique brandissant la religion pour justifier ses méfaits, ce que Guts ne manqua pas de remarquer en la narguant, elle et le dieu qu'elle croit servir. Grâce à l'elfe Puck, il réussit à se libérer de ses chaînes, puis prend en otage Farnèse afin de s'échapper du camp. Il est tout de suite pris en chasse par Serpico, le bras droit de Farnèse. Sur le chemin, ils sont pris en embuscade par des apôtres que Guts combat jusqu'au lever du jour. Serpico vient alors récupérer sa commandante, traumatisée par tout ce qu'elle avait vu. Pendant que la peste ravageait les terres du Midland et que ses habitants, pauvres comme nobles, se mirent mystérieusement à rêver du faucon de lumière, le roi qui avait complètement décrépit rendit son dernier souffle pendant que la princesse Charlotte, terrée dans sa chambre depuis des jours, appelait Griffiths à l'aide. Cela coïncida avec l'arrivée de l'armée Kushan prête à envahir la capitale. Sur un champ de bataille, quelque part dans le Midland, Zod, fatigué d'affronter des adversaires qui ne lui apportaient aucun challenge, songeait aux chevaliers squelettes et à Guts quand le faucon de lumière lui apparut. Voyant là un adversaire de taille, il essaya de l'attaquer mais finit coupé en deux. Il se réveilla brusquement de ce qu'il croyait être un rêve quand il vit sa corne coupée par terre. Prévenu par le fœtus démoniaque que Casca est en danger, Guts retourne chez le forgeron Godot et retrouve ses amis qu'il avait quittés 2 ans plus tôt. Il y apprend que Casca a disparu depuis 1 mois et part la chercher au monastère Saint-Albion, siège de l'Inquisition, dirigé par l'infâme Mosguz. Cette dernière s'y trouvait effectivement recueillie par une prostituée vivant dans le camp de réfugiés entourant le monastère qui s'occupait d'elle comme une petite sœur. Après moult péripéties dans ce lieu morbide, Guts retrouve Casca au beau milieu d'un rituel païen qui a mal tourné, puis terrasse Mosguz et ses bourreaux qui ont fini par se transformer en démons. Griffiths, qui s'était éveillé lors de l'éclipse, s'incarna dans une enveloppe charnelle au bout d'un nouveau rituel d'occultation qui impliqua la quasi-totalité des âmes malheureuses regroupées en ce lieu. Un apôtre solitaire servi de réceptacle et le fœtus démoniaque qui avait protégé sa mère tout au long de l'arc et qui était mourant, servi de noyau à cette résurrection. Après avoir échappé à une embuscade des Kushan, interrompu par Zod qui vient récupérer son maître, Guts s'enfuit à dos de cheval avec Casca, suivi par le jeune Isidro, fan de Guts qui s'était montré utile tout au long de l'arc, puis par Serpico et Farnèse qui décida de quitter l'ordre des chaînes sacrées. Guts ramène Casca au bercail et apprend la mort de Godot qui s'était éteint de vieillesse. Grande fut sa surprise quand il tomba sur Griffiths qui l'y attendait. Ce dernier voulait se rassurer que Guts n'avait plus aucune influence sur lui car il ne voulait plus jamais se détourner de son rêve. Face à l'absence totale de remords de son ancien commandant, Guts essaye une nouvelle fois d'en finir avec lui, mais est arrêté par Zod avec qui il livre un violent clash d'épée avant d'être dépassé par sa forme bestiale. Après avoir sauvé Casca qui faillit être enseveli sous des rochers projetés par Zod, Griffiths se détourna d'elle quand
Bell essaya d'appeler son nom sous les yeux dépités de Guts. Il s'envola alors avec son bras droit, disant à Guts que son objectif demeure le même, conquérir son propre royaume. Alors que son ancien capitaine le maudissait de toutes ses forces, Griffiths fut troublé d'avoir senti son cœur battre quand il regardait Guts combattre, et également par le fait qu'il ait sauvé Casca, se demandant si ses sentiments venaient du fœtus maudit qui lui avait servi de réceptacle. Guts se mit alors en quête d'un nouvel abri pour Casca, capable de la protéger des apôtres attirés par leur marque. Il décide de partir pour la terre sacrée d'Elfhelm, le pays de Puck. Sur le chemin, ils sont rejoints par Isidro, Farnèse et Serpico qui souhaitaient l'accompagner dans son périple. Pendant ce temps, les Kushan qui avaient pris d'assaut une des villes du royaume exécutaient ceux qui leur étaient inutiles et faisaient des captives pour les offrir en sacrifice à leur dieu. Parmi les captives se trouvait la petite prophétesse Sonia qui annonça l'arrivée du faucon. Ce dernier apparut tel un prince sur son cheval blanc, rejoint par des guerriers légendaires de la même trempe que Zod. Attirés par son aura divine, ils évincent l'armée Kushan sans difficulté et se mettent à son service. La nouvelle troupe du faucon ainsi constituée traqua le reste de l'armée Kushan combattant dans le Midlands, sauvant au passage le jeune seigneur Mul, plus tard accosté par Sonia qui pouvait lire dans les esprits. Elle se tenait désormais aux côtés de Griffiths qu'elle guidait sur le champ de bataille. Elle montra aux nobles l'armée de démons qui combattaient aux côtés des hommes de leur troupe, puis l'amena à Griffiths qui mystifiait les foules grâce à ses pouvoirs divins. Quand ce dernier s'adressa à lui, il fut étrangement ému et ne put s'empêcher de lui jurer allégeance. De leur côté, le groupe de Guts arriva à la maison d'une sorcière bienveillante et de sa disciple Silke, ou Shirke dans la VO, qui leur enseigna les rudiments de leur monde et du monde astral qui se mélangeait peu à peu avec le leur depuis l'avènement de Griffiths. Guts l'interroge sur les Godhounds, mais elle avoue ne pas savoir grand chose sur eux, excepté qu'ils étaient humains autrefois et qu'ils obéissent à une entité supérieure se cachant au fin fond du monde astral. Après que Silke ait offert à chacun d'eux des objets magiques pour leur permettre de faire face aux créatures du monde astral, ils partent libérer un village attaqué par des trolls. Grâce à l'habileté de la petite sorcière à contrôler les esprits, ils triomphent de leurs adversaires non sans mal et refermèrent le passage vers le monde astral d'où venaient ces créatures grâce au chevalier squelette qui sauva Guts de l'emprise de la Godhound Slan avec son épée faite de béélite récupérée sur les cadavres des apôtres qu'il chassait. Il retourne alors à la demeure de la sorcière qui se faisait attaquer par Zod et Grunbeld, un des généraux de Griffiths. Gaiseric, qui les avait dévancés, faisait face aux apôtres pour protéger sa vieille amie. Guts et ses amis retrouvèrent la maison en feu et alors que le guerrier noir se lançait dans la mêlée, Grunbeld le défie en combat singulier. Guts se fait rapidement dominer par l'écrasante force de la montagne d'acier pendant que Zod affrontait Gaiseric. Silke et les autres, qui tentèrent de sauver la sorcière en vain, reçurent comme instruction de cette dernière de faire porter à Guts l'armure Berserker qui appartenait jadis au chevalier squelette. L'apprenti détourna alors l'attention de Grunbeld pendant qu'elle conduisit Guts dans le sous-sol de la maison. Ce dernier, blessé et épuisé, demanda à ce qu'on lui mette l'armure et une fois équipé, sa force n'avait plus rien à voir. La volonté de l'armure prit le dessus sur lui, la métamorphosant au passage, lui donnant cette forme iconique qu'on lui connaît. Le berserker prit le dessus sur son adversaire, brisa son bouclier et réussit à l'entailler. Grunbeld avoue sa défaite, puis prend sa forme d'apôtre pour achever sa mission. Cependant, Guts lui résistait toujours, malgré que ses os soient brisés à chaque impact et qu'il pissait du sang de tous les
pores de son corps. Grâce à Silke, Guts revient à lui et sauve ses amis qui étaient encerclés par les apôtres. Quand il retira son casque, certaines mèches de ses cheveux étaient devenues blanches. La sorcière utilisa alors ses dernières forces pour retenir les apôtres afin que Silke et ses amis puissent s'enfuir. Du côté de la capitale, qui n'avait pas plus d'allure qu'un cimetière à cause des Kushan qui avaient disposé des cadavres partout dans la cité, un groupe de soldats qui étaient venus libérer la princesse retenue captive fin de se faire dévorer par les créatures mi-hommes mi-bêtes contrôlées par l'ennemi avant d'être une nouvelle fois sauvés par les hommes du faucon. Dans la salle du trône, maintenant occupée par l'empereur Kushan, le souverain sanguinaire ordonnait à Shiatz et à ses hommes d'observer les mouvements du faucon pour le compte de son armée, à défaut de sa capture qu'ils avaient été incapables de mener à bien. Déterminé à réintégrer son clan à l'empire Kushan dont ils avaient été bannis depuis des siècles, le prince des Bakiraka alla promptement accomplir sa tâche. L'empereur se rendit à la tour où était retenue la princesse qui s'occupait en brodant des piles de cerceaux. Après avoir fait sortir sa servante, il réitéra à Charlotte sa demande de lui donner un héritier afin de mettre fin à la guerre. Alors qu'il s'apprêtait à lui faire vivre la même scène qu'avec son père, elle hurla cette fois encore le nom de Griffiths. Cette mention stoppa l'empereur qui se rendit compte que cette fille était l'amante du faucon. Amusé par la situation, il s'en alla de la tour en cogitant sur le désir naturel des non-humains de suivre le faucon qui était pour eux comme un dieu. Cependant, l'empereur tout-puissant qu'il était refusait de se soumettre même s'il fallait recouvrir le monde de sang. Il était prêt à faire tomber Dieu pour devenir le démon qui gouvernera ce monde. Les Bakiraka sortaient du palais quand ils furent attaqués par Rakshas, un des commandants du faucon originaire de leur tribu. Les soldats démons de Griffiths pénétrèrent dans l'enceinte du château et furent accueillis par la garde démoniaque de son Altesse qui n'avait rien à envier à Wilds en termes de cruauté. Après un clash entre le dirigeant au melon impérial et Locus, le lancier des faucons qui le traita de paysan, la bataille des troupes démoniaques débuta. Les Bakiraka qui poursuivaient Rakshas furent conduits à une sorte de temple dans lequel ils aperçurent un lieu d'expérimentation démoniaque où les sorciers Kushan sacrifiaient des femmes enceintes pour donner naissance aux monstres de leur armée. Face à cette abomination, Rakshas dit à Shiatz que le seigneur qu'il sert n'est pas humain et qu'il est le véritable roi démon. Alors que les Bakiraka quittèrent ce lieu infernal pour ne pas se faire repérer, les soldats de Griffiths passèrent au niveau supérieur en prenant leur forme d'apôtres. L'empereur répliqua avec ses soldats éléphants, poursuivant ainsi la joute infernale sous les yeux horrifiés des Bakiraka. De son perchoir, l'archer des faucons décocha une flèche sur Ganishka sans succès. L'empereur apparut dans une forme spectrale derrière lui et explosa son piédestal. Dominant le champ de bataille par son gigantisme, il foudroya ces créatures inférieures qui osaient s'opposer à lui à cause du peu de force maléfique qu'ils avaient reçu. Locus, qui était sorti indemne de cette attaque, continuait de le défier pendant que du côté de la tour, la princesse silencieuse continuait de broder le visage de Griffiths. C'est alors qu'un coup de vent ouvrit sa fenêtre et comme cette nuit fatidique, son amant venait de s'introduire dans ses appartements. N'en croyant pas ses yeux, Charlotte essayait de se convaincre que ce n'était qu'un rêve de plus quand Griffiths vient lui prendre la main, la convainquant qu'il avait tenu sa promesse. Elle fit alors appeler sa servante et lui dit de s'accrocher à son lit avec elle. Encore à moitié endormie, elle écoutait les délires de la princesse à propos de Griffiths quand le plafond explosa. Locus, de son côté, ordonna la retraite de ses troupes, ce qui alerta l'empereur Kushan qui se dirigea vers la tour. Le trou dans le toit de la chambre de la captive le fit réaliser qu'il venait de se faire voler la princesse sous son nez. Dans le ciel de la capitale planait le lit de la princesse porté par des ailes ténébreuses. 7 jours après la bataille
broussailles de la forêt, on retrouve le groupe de Guts en bordure de mer après que ce dernier ait frôlé la mort à plusieurs reprises quand ses compagnons lui retirèrent son armure pour le soigner à coups de poudre d'elfe. Il ne voulait pas se reposer davantage et était pressé de reprendre la route car les charmes que la sorcière avait posés sur Casca et lui pour endormir le pouvoir de leur marque ne dureraient pas éternellement. Il fut quand même reconnaissant de pouvoir à nouveau dormir en paix et d'admirer le sourire de Casca. Ils passèrent la nuit dans une cabane où ils papotaient comme de joyeux lurons jusqu'à aborder le sujet de leur destination, l'île légendaire de Skellig où se trouvait le royaume des elfes. Silke rajouta que sur cette île ne se trouvant sur aucune carte, des sorciers et sorcières vivraient en harmonie avec les elfes. C'est à ce moment qu'à la surprise de tout le monde, Farnèse demanda à Silke de lui enseigner la magie. Souhaitant être plus utile au groupe et ne cessant d'encenser les miracles que Silke réalisait, elle finit par convaincre la petite sorcière qui accepta d'être son maître. Plus tard dans la nuit, Silke, qui était seule face à la mer, fut rejointe par Guts, avec qui elle discuta longuement, lui permettant d'extérioriser sa peine et de faire son deuil. Alors qu'Ivarella embêtait Silke qui commençait à être amoureuse, ils reçurent la visite du chevalier squelette que Guts remercia pour toutes les fois où il leur sauva la peau avant de demander ce qui l'amenait. Kayseric le mit en garde contre les dangers de l'utilisation excessive de l'armure qu'il avoue avoir portée par le passé quand la maîtresse de Silke et lui étaient encore dans le cours du temps. L'armure l'aurait alors consumé jusqu'à lui retirer son humanité. Il leur apprend également que les troupes de Griffiths ont attaqué la sorcière car seuls les mages peuvent atteindre l'être supérieur qu'il est devenu. Il leur révèle enfin qu'à Elfhelm réside Hanafubuku, le légendaire seigneur des elfes qui aurait le pouvoir de guérir Casca. Kayseric s'en alla alors en prévenant Guts que ce qu'il souhaite peut ne pas être ce que Casca souhaite. Cette dernière, qui marchait seule sur la plage, tomba sur un petit garçon tout nu qu'elle couvrit de son manteau pendant que le reste du groupe qui était parti à sa recherche la retrouva. Alors qu'il s'interrogeait sur l'origine de cet étrange enfant, Silke partagea avec le reste du groupe la nouvelle sur la possible guérison de Casca. Guts, lui, observait avec attention l'enfant de la plage que Casca nourrissait. Quand Isidro lui demanda d'où il venait, il s'agrippa à Casca, ayant visiblement peur du groupe. Il fixa Guts avant de se retourner, puis après quelques hésitations, escalada le bonhomme. Guts, qui n'avait pas l'habitude des petits enfants, demanda à l'aide, et alors que le petit faillit se blesser en tombant, le couple le rattrapa de justesse, leur donnant l'aspect d'une petite famille. Les rivales de Casca n'y furent pas insensibles. Alors que le petit groupe s'était endormi, Guts repensa au fœtus démoniaque qu'il avait vu pour la dernière fois au monastère Saint-Albion, se disant qu'il devrait être en train d'errer seul quelque part dans la nuit. Leur sommeil fut écourté par une nouvelle attaque de monstres, cette fois-ci contrôlée par des Kushan qu'ils finissent par battre grâce à l'armure du berserker, dont Guts dut une nouvelle fois invoquer la force. Dominé par la soif de sang du berserker, Guts faillit s'en prendre à eux quand ils furent sauvés par un petit être lumineux qui le repoussa avant que Silke le libère de l'emprise de l'armure. Ils se rendirent compte que l'enfant de la plage avait disparu et malgré leurs recherches, ils n'arrivèrent pas à le retrouver. Ils durent cependant quitter les lieux de peur de subir une autre attaque pendant que l'enfant les regardait de loin du haut d'un rocher. Alors qu'ils quittaient la plage, éclairés par les premiers rayons du soleil, sur un navire en pleine mer, le sorcier qui guidait cette créature, envoyé avec les autres pour éliminer tous les habitants des villages côtiers, se demandait ce qui avait bien pu tuer son monstre invincible. L'anime se conclut alors sur un épisode centré sur Silke et Isidro qui rencontrent Sonia et Mule de la troupe du Faucon
Faucon avec qui il sympathise après avoir combattu un groupe de pirates trafiquants d'enfants. Ce fut un peu long, on a dû revenir une nouvelle fois sur des événements du manga éludés par l'animé, mais on peut enfin aborder la suite de l'œuvre dans les pages du manga. Au lendemain d'une soirée arrosée, on retrouve Farnèse qui poursuit son entraînement à la magie auprès de Silke quand Serpico et Isidro reviennent des quais, disant qu'ils n'ont trouvé aucun bateau pour les amener à l'île mythique. Farnèse décide alors de retourner à sa demeure familiale pour demander de l'aide. C'est ainsi qu'on voit le père Vendimion, à la tête de la famille la plus riche du monde, discutant avec Magnifico, un des frères de Farnèse, se plaignant que son père ne reconnaisse pas sa valeur malgré tous ses efforts. Farnèse revoit son père après plusieurs années et se décompose littéralement devant ce dernier qui ne montre que du mépris envers ses enfants. Après avoir été chouchoutée par les domestiques de son père, elle se retire dans le jardin avec son frère qui remémore son passé en disant que la personne ignoble qu'elle était avait été créée par l'attitude de leur père. Il lui demanda ensuite l'objet de sa visite et quand elle lui parla de leur projet de voyage, il lui dit qu'il peut l'aider mais en échange d'une faveur. Peu après, Serpico rentre seul auprès de ses amis et leur dit qu'ils ont obtenu un navire, mais que Farnèse ne reviendra pas. Il les remercie de s'être occupé de sa maîtresse, leur donne une lettre qui leur permettra d'obtenir le bateau de leur choix et leur rend les objets magiques que Silke lui avait confiés avant de s'en aller. Inquiet pour leur ami, Guts envoie Puck et Ivarella pour enquêter. Après avoir fait les pitres dans le château, il retrouve Farnèse, rejointe par son frère qui lui présente son ami Roderick, le marin de la noblesse qui leur a fourni un bateau en échange de sa main. Il se révèle être charmant et jovial et réussit à s'attirer les faveurs de la princesse Vendimion. Plus tard, elle croise sa mère qui rentre de voyage et discute avec elle de son soudain projet de mariage. La dame de Vendimion avoue à sa fille que son mari n'est qu'un couard qui ne s'est entouré que de ce qu'il peut contrôler et qu'il a toujours eu peur de Farnèse à cause de son comportement imprévisible. Elle conclut en disant que même si elle n'a pas été une bonne mère, elle était fière du parcours de sa fille et de la personne qu'elle est devenue. Du côté de la nouvelle troupe du Faucon, on retrouve la princesse Charlotte qui préparait un gâteau pour son bien-aimé. Une fois terminé, elle courut le lui offrir et alors qu'elle l'admirait de loin, elle fut devancée par Sonia qui venait de rentrer au camp après sa fugue en ville due à l'arrivée de la princesse qu'elle ne voyait pas d'un bon œil. Charlotte les rejoignit timidement et lui présente ses gâteaux. Sonia s'interposa une nouvelle fois en prenant une part qu'elle proposa ensuite à Griffiths et à Mule. Griffiths, enchanté par ce mets délicat, remercia la princesse qui rougit de joie. Avant que Sonia ne fasse encore des siennes, Mule l'amène à l'écart et la réprimande en lui disant de les laisser seuls. Vexée, elle s'en alla et vint s'asseoir auprès de l'archer solitaire de la troupe avec qui elle partagea un peu de sa frustration avant de s'endormir près de lui. Plus tard dans la soirée, un bal est organisé en ville et pendant que les nobles se chamaillaient pour leurs intérêts, Magnifico et Roderick discutent de leur statut d'enfants mal aimés de leurs familles respectives. Farnèse se joint à eux, vêtue telle une princesse que Roderick invite à danser, suivi par sa mère qui dit à Magnifico de ne pas se fier à l'attitude docile de sa sœur. La dame de Vendimion démontre une nouvelle fois sa perspicacité en mettant à nu les sentiments de Serpico pour sa fille et lui demanda de bien s'occuper d'elle. Guts et ses amis arrivent également au lieu de la réception et passent aisément les gardes à l'entrée grâce à la magie de Silke. Soudainement, un brouillard envahit les lieux, laissant entrevoir une bête tout droit sortie des enfers qui disparaît aussitôt. Grâce à la télépathie de Silke, Serpico leur demande de le rejoindre à l'entrée arrière et défie Guts en duel. Le guerrier noir accepte et se rend compte que les mouvements de son épée sont limités dans la pièce où il se trouve, tel que le stratège Serpico l'avait prévu. Mais le berserker montra cette fois encore sa supériorité en brisant ses piliers comme si de
de rien n'était. La joute entre les deux épéistes débuta, Serpico se protégeant avec les piliers pour derrière contre-attaquer un Guts qui y allait de manière bourrine. Après plusieurs assauts, Serpico, qui n'avait plus de piliers pour se défendre, tenta le tout pour le tout en amenant Guts à faire s'effondrer le toit sur sa tête. Mais ce dernier réagit instinctivement en retournant la stratégie de Serpico contre lui. Écrasé sous le poids de l'épée de Guts, Serpico avoue sa défaite et accepte de les laisser revoir Farnèse. Pendant que la cérémonie battait son plein avec l'arrivée du père Vendimion, Magnifico profita du discours de ce dernier pour annoncer l'union entre sa sœur et Roderick, mais cette dernière avait disparu, laissant son frère dans l'embarras. D'un coup, les fenêtres de la salle se brisèrent et la lumière des lustres fut remplacée par une obscurité pesante. La mort avait pénétré les lieux. La bête se mit à faire un massacre et allait s'attaquer au Vendimion quand Farnèse la repoussa avec un candélabre en argent. Ses proches n'en revenaient pas. La bête blessée s'apprêtait à attaquer la demoiselle quand elle fut sauvée par Serpico avant l'arrivée du mâle alpha. Guts se mit en position de combat et trancha la bête d'un seul coup. La foule était choquée. D'autres bêtes pénétrèrent la salle du banquet, causant la mort sur leur passage. Farnèse revit ses amis avec une mine désolée et leur demanda de sauver ses parents. Serpico sortit alors s'occuper des sorciers Kushan qui contrôlaient ces bêtes à distance pendant que Guts protégeait les convives en tailladant les monstres. On entendrait presque les bruits de casserole de l'anime. Silke donne à Farnèse une bague avec laquelle elle pourra désormais contrôler les serpents de ronces qu'elle a fabriqués. Elle en fait tout de suite usage en sauvant Roderick qui voulait faire le malin devant elle. Serpico de son côté trouva les maîtres des fléaux et en finit avec eux. Silke en profite pour paralyser les bêtes maintenant désorientées et Farnèse récupère ses serpents Ibarra. Guts lui demande si elle compte rester parmi les nobles, mais elle répond non, qu'elle ne retournera plus dans cette prison de pierre qui fait maintenant partie de son passé. Le père Vendimion remercia les aventuriers de les avoir sauvés, ce qui leur vaut les acclamations de la foule et déduit que cette attaque est l'œuvre des Kushan qui avaient l'intention d'éliminer en une fois l'élite de toutes les nations. Face aux suspicions de la foule, accusant Farnèse et ses compagnons de sorcellerie, le père Vendimion les défend en disant que tout ça n'est qu'une illusion et leur retourne le cerveau par des arguments bien placés. D'un coup, toute la brume de la salle se rassembla dans les airs, formant un visage géant qui pétrifia toute l'assemblée. Ce dernier se présenta en disant qu'il est Ganishka, l'empereur Kushan, et il leur déclara la guerre en disant: les illusions qui vous ont fait vaciller se poursuivront à partir de cette nuit jusqu'à la fin. Sachez que ceci est le début de vos cauchemars. Puis il disparut en même temps que la brume qui se dissipa. Même Guts et ses compagnons furent tétanisés face à cette entité qui était indéniablement un apôtre. Du côté du port, un incendie consumait les bateaux de l'Alliance pendant qu'une armée de monstres surgissant de toutes parts envahissait peu à peu la ville. Roderick propose à la bande de Guts de les escorter jusqu'à leur destination avec son propre navire. Ils acceptent avec joie et Roderick salue Guts qui semble être celui pour qui flanche le cœur de sa promise. Magnifico, qui n'a plus rien à faire dans cette ville, décide aussi de les accompagner. Farnèse regarde son père une dernière fois pendant que sa mère lui souhaite un bon voyage. À quelques kilomètres de la ville, au camp du pape, la plus haute autorité religieuse s'éteignait tout doucement après une vie profondément ennuyeuse où tout lui a toujours été servi sur un plateau. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il eut une vision du faucon de lumière et pour la première fois de sa vie, la flamme du désir s'alluma dans son cœur. Au même moment, il reçut la visite de Sonia et Mule de la nouvelle troupe du faucon qui lui transmirent l'invitation de leur maître. Ce dernier accepta aussitôt à la
la grande surprise de sa cour. Le dieu qu'il a feint de servir toute sa vie venait de se révéler à lui. Notons que le symbole de la papauté représente en réalité une croix sur laquelle est empalé un béélite, d'où sortent deux serpents qui s'enroulent jusqu'à un oiseau crucifié. Certains y voient une représentation de la marque du sacrifice. Je dis ça, je dis rien. De retour en ville, Guts se débarrassait du parterre de monstres qui leur bloquaient la voie, soutenu par Serpico, Puck, Isidro, Silke et Farnèse, devant les airs ébahis de Roderick et Magnifico. Après avoir traversé la ville en flammes, tout en éliminant les horreurs sur leur chemin, ils arrivèrent au port où des navires couchants débarquaient des monstres par centaines. Silke se servit alors des flammes ambiantes pour invoquer l'esprit de la roue incandescente qui fit une razzia dans le camp ennemi. Après que Silke soit revenu à elle, ils reprirent le chemin vers l'embarcation de Roderick quand un nouveau mur de monstres leur bloqua la route. Cette fois, Guts n'eut d'autre choix que de recourir à nouveau à la puissance de son armure et explosa les monstres en face. Une fois fait, un navire couchant encore plus grand apparut, avec à son bord le puissant sorcier qu'on avait aperçu quelques jours plus tôt, qui se mit à les analyser avec calme. Guts engagea le combat contre lui, mais fut automatiquement balayé par un cyclone qui l'envoya à des dizaines de mètres dans le ciel. L'esprit de Silke, qui s'était introduite dans l'armure de Guts, réussit à libérer les péistes de l'emprise de cette dernière. Pour éviter de s'écraser en tombant de cette hauteur, Guts se servit de son épée pour chuter en direction du bateau afin d'amortir le choc. Stupéfait, le sorcier invoqua d'autres tornades que Guts esquiva les unes après les autres. Dans la foulée, il bloqua un mât qui s'apprêtait à tomber sur ses amis, confirmant que Guts a bien repris le contrôle. La marque, dans son coup, lui confirmant que cet adversaire est bien un apôtre, il demanda l'aide de Serpico pour l'épauler. Le tandem chargea le sorcier qui se défendait et esquivait avec ses tornades. Alors qu'il s'apprêtait à lancer son ulti, il se prit une grenade lancée par Isidro et tomba sur son navire. Guts s'avança d'un pas lourd pour l'achever quand le sorcier joua son ultime carte en invoquant un immense serpent à queue. Son corps d'eau, ne craignant pas les coups d'épée, tira un jet d'eau sous pression qui coupa le navire en deux. Face à cette divinité invulnérable, Silke montra à Guts et Serpico le point faible de la créature qui était son vrai corps au niveau de sa poitrine. Guts l'attaqua aussitôt, mais le rata et tomba dans la mer. Serpico essaya de toucher le sorcier, mais ce dernier plongea dans le monstre pour se protéger. Guts prit appui sur les débris de bateau au fond de la baie pour sauter hors de l'eau, puis établit une stratégie avec Silke pour arriver à bout de cet adversaire intouchable. Guts s'élança dans un ultime assaut pendant que Silke invoqua une nouvelle fois l'esprit de la roue de feu qui embrasa l'épée de Guts. Le guerrier, maintenant incandescent, para un autre jet d'eau supersonique et plongea dans la bête qui explosa sous l'effet de la chaleur. Serpico vient finir le travail en tranchant le sorcier qui fit appel à une bête ailée pour ne pas tomber. À cet instant, une silhouette géante apparut dans la brume, surplombant tout le port. C'était une nouvelle fois Ganishka qui réprimanda son serviteur pour toutes les ressources qu'il avait gâchées avant de le foudroyer et de le congédier. L'empereur Kushan félicita Guts et Serpico pour leur exploit et demanda s'ils étaient au service de son vieil ennemi le faucon avant de les foudroyer à leur tour. Mais c'était sans compter sur Serpico qui les protégea en créant un vide d'air avec son épée. Tel Zeus, l'empereur Kushan les noya sous une pluie d'éclairs, les obligeant à courir ça et là pour ne pas se faire toucher. Mais des humains ne pouvant pas être plus rapides que la foudre, Guts finit par se faire toucher, ce qui éjecta l'esprit de Silke et sonna l'épéiste au point de lui faire perdre conscience. L'empereur Kushan, surpris de le voir toujours en vie, lui porta un ultime coup d'éclair qui illumina toute la zone.
Mais Guts survécut en se servant cette fois-ci de son épée comme d'un paratonnerre. Face à une telle résistance qui n'a rien d'humaine, l'empereur Kushan lui demande une nouvelle fois s'il est un commandant du Faucon. Guts, amusé par sa remarque, lui répond « Va te faire foutre, je suis un humain, un vrai, jusqu'au bout des ongles. Ne me confonds pas avec tes semblables monstres de merde. » Remarquant la marque du sacrifice sur le cou de Guts, l'empereur amusé fit à Guts la proposition de rejoindre son armée. Il continue en disant que presque tous les apôtres du monde se sont réunis sous la bannière du Faucon et qu'il tient en estime ceux qui, comme Guts, survivent à la folie et aux ténèbres de ce monde grâce à leur haine. Il conclut en mettant son armée à la disposition de Guts pour lui permettre d'accomplir sa vengeance. Le guerrier noir, ravi de voir un apôtre opposé au God's Hand, dut cependant décliner son offre avec l'insolence qui le caractérise. Face au manque de révérence de ce misérable insecte, Ganishka le conquérant était prêt à en finir avec lui. Tout d'un coup, ils sentirent tous un trouble dans la force. Un nouveau challenger venait d'arriver sur le champ de bataille, le bras droit du Faucon, Zodz l'immortel, accompagné d'un escadron entier d'apôtres. Nous voilà à la fin du premier épisode de cette série de vidéos sur la suite de Berserk après l'anime. Évidemment qu'on ne pouvait pas tout traiter en une vidéo. Si vous souhaitez avoir la suite de l'histoire rapidement, mettez 1000 likes à cette vidéo et je la posterai. Oui, c'était Narobas pour vous servir. À très vite.